Bonjour, aujourd'hui on va détruire 5 mythes à propos du SOPK qui ont encore la peau dure. Je suis Solange, coach nutrition, diplômée en physiologie, en nutrition hormonale et en nutrition sportive et j'ai accompagné des centaines de femmes atteintes du SOPK à perdre du poids. Aujourd'hui, je veux que tu en apprennes plus sur le SOPK et qu'ensemble on détruise ces fausses croyances qui sont encore trop répandues. Alors déjà, le SOPK, qu'est-ce que c'est? Donc le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est ultra répandu, une femme sur 10 en souffre. C'est un dérèglement hormonal qui le plus souvent est associé à des cycles irréguliers, voire absents. Le problème, c'est qu'avec le SOPK, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Parfois, ça va être une évidence et parfois, ça va être très compliqué à diagnostiquer. Certaines femmes vont avoir tous les symptômes possibles et d'autres vont n'en exprimer que quelques-uns. Alors en fait, on va dire un peu que c'est comme un spectre, mais il est quand même associé à 3 symptômes principaux. Des cycles donc irréguliers, voire absents, qui sont liés à une ovulation irrégulière, voire absente. Une testostérone prédominante, alors tout le monde, qu'on soit homme ou femme, a des hormones masculines et des hormones féminines. Mais les femmes qui souffrent de SOPK vont avoir une testostérone qui va être prédominante. C'est lié en partie au défaut de conversion de la testostérone en œstrogène. Et donc ça, on va le voir au niveau des analyses sanguines, mais il va y avoir également des signes cliniques qui montrent cette prédominance de la testostérone, à savoir de l'acné, une pilosité excessive dans sur des zones qui sont plutôt masculines, donc le menton, la moustache. On va voir également ce qu'on appelle une alopécie androgénique, donc une chute de cheveux pareil sur des zones qui d'habitude sont plutôt masculines, à savoir les tempes ou alors le dessus du crâne. Et troisième chose, donc les ovaires qu'on dit polykystiques, en fait, qui vont être remplis de follicules. Ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules qui s'accumulent dans les ovaires parce qu'ils essayent d'arriver à maturité, ils essayent d'ovuler, mais ils n'y arrivent pas et c'est ce qui donne cet aspect polykystique qu'on voit à l'échographie. Alors ça, bien sûr, c'est une photographie un peu rapide du SOPK, donc c'est quand même une pathologie, un trouble qui est assez répandu et pourtant il est encore très mal compris. Alors moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur 5 mythes qu'on entend partout, 5 mythes qu'on te répète sans cesse et qui sont ultra faux. Et je veux surtout qu'à la fin de cette vidéo, tu te débarrasses complètement de ces mythes et que tu te les sortes de la tête. Premier mythe, si j'ai le SOPK, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est faux. Tu n'imagines pas le nombre de femmes que j'ai eu en bilan, que j'ai eu en accompagnement, qui m'ont dit que lorsqu'elles avaient été diagnostiquées SOPK, la première chose qu'on leur ait dite, c'est « Ah, vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfant ». C'est complètement faux. Toutes les femmes qui ont le SOPK n'ont pas forcément de problème de fertilité. Alors bien sûr, ça paraît logique que ce soit un petit peu plus compliqué parce que lorsqu'on a le SOPK, comme je te l'ai expliqué précédemment, on va avoir des cycles irréguliers qui sont liés donc à une ovulation irrégulière, une ovulation qui se fait mal. Il faut savoir qu'il y a certaines femmes SOPK qui vont avoir seulement 2 ou 3 cycles dans l'année. Donc forcément, si on n'ovule pas, c'est un peu plus compliqué parce que pour pouvoir avoir un enfant, pour pouvoir construire un embryon, il faut forcément qu'il y ait ovulation pour que l'ovule soit fécondé par les spermatozoïdes. Donc oui, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais ce n'est pas une vérité absolue. Et par pitié, qu'on arrête de dire aux femmes atteintes de SOPK qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce que ce n'est pas vrai. Alors oui, si tu as le SOPK, tu peux avoir besoin d'un petit peu d'aide, mais ça ne veut pas dire qu'il faut te cataloguer dans la catégorie « ne peut pas avoir d'enfant ». Donc si tu as été diagnostiqué SOPK et que tu as des cycles irréguliers et que tu prévois ou pas d'avoir d'enfant, n'hésite pas à en parler à ton médecin, n'hésite pas à avoir un endocrinologue. Ça ne signifie pas nécessairement que tu auras besoin d'un traitement, mais si tu as besoin d'un petit peu d'aide, au moins on pourra t'indiquer quelles sont les solutions qui pourront t'aider. Et d'ailleurs, n'attends pas ce désir de grossesse ou ce désir d'enfant si tu l'as pour prendre en charge ton SOPK parce que plus on traite tôt les symptômes du SOPK, mieux on arrive à les améliorer. Et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Deuxième mythe, la pilule est responsable du SOPK. C'est faux. Alors pourquoi cette idée de SOPK associée à la pilule a émergé? C'est parce que justement, très souvent, le SOPK va être diagnostiqué au moment où on arrête la pilule, au moment où on désire avoir un bébé. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrête sa contraception, les cycles ne reviennent pas de façon régulière et au bout d'un moment, on consulte et c'est très souvent dans ces moments-là qu'on est diagnostiqué SOPK. Donc forcément, on va faire un raccourci, pilule, SOPK, alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'avait pas été diagnostiqué plus tôt. En fait, le vrai problème, c'est que la pilule peut masquer les symptômes du SOPK. Ça a été mon cas, j'ai été sous pilule très rapidement parce que j'avais des cycles, alors pas irréguliers, mais des cycles très douloureux, des règles hémorragiques. J'étais très rapidement, très jeune, sous pilule.
Et lorsque j'ai arrêté la pilule, les symptômes qui étaient liés au SOPK, mais je ne le savais pas encore, sont revenus et c'est à ce moment-là que j'ai été diagnostiquée SOPK. Mais c'est pas la pilule qui a causé mon SOPK. Mon SOPK était là depuis le début, c'est ce qui causait mes règles douloureuses, c'est ce qui causait mes règles hémorragiques, mes crises d'hypoglycémie, mais la pilule a fini par masquer les symptômes. Et finalement, sans le savoir, mon SOPK était là, c'était ça qui bloquait ma perte de poids. C'est pas la pilule qui a provoqué mon SOPK. De toute façon, il faut savoir que le SOPK, on l'a à la naissance. C'est quelque chose qu'on a en nous, ce n'est pas quelque chose qui va être provoqué par la contraception. Donc je te le répète, la pilule ne provoque pas le SOPK, la pilule va masquer les symptômes, ce qui va empêcher et retarder le diagnostic, parce que finalement on est diagnostiqué SOPK à l'arrêt de la pilule parce que les symptômes peuvent s'exprimer à nouveau. Finalement, c'est pas qu'une question de contraception. Combien de jeunes filles sont placées sous contraception parce que problème de cycle irrégulier, problème de règles hémorragiques, problème de règles douloureuses. Et avant même de comprendre les causes, on prescrit une contraception parce que ça va soulager les symptômes. Alors c'est vrai que ça soulage les symptômes. Le problème, c'est que les symptômes du SOPK ne s'expriment plus, donc on ne pense plus à aller vérifier, à aller diagnostiquer ce SOPK. Ça a été mon cas et je suis sûre que toi ou des personnes de ton entourage ont été dans ce cas-là aussi, à être sous contraception très jeune. Et d'ailleurs, ce qui prouve bien que la pilule contraceptive n'est pas une solution, sur le long terme en tout cas, pour régler son SOPK. Alors certes, elle peut être une formidable béquille parce que elle va pouvoir soulager les règles ultra douloureuses, les règles hémorragiques, elle va pouvoir permettre de diminuer l'acné lié à l'excès de testostérone parce que la pilule va en quelque sorte équilibrer les hormones, mais à l'arrêt de la pilule, les symptômes reviennent parce qu'on n'a pas traité la cause. Donc la pilule va en quelque sorte soulager les symptômes, mais il faut absolument adopter des stratégies, que ce soit des stratégies alimentaires, des stratégies d'activité physique, pour soulager ces symptômes, pour pouvoir mieux gérer ces symptômes du SOPK au quotidien. Et dernière chose que tu dois garder à l'esprit à propos de la pilule contraceptive, si on doit parler de fertilité, certes, la pilule va réguler tes cycles, va permettre de retrouver des cycles plus réguliers. Et dernière chose que tu dois savoir à propos de la pilule, si on doit parler de fertilité, c'est que certes, la pilule va réguler tes cycles dans la plupart des cas, mais c'est une régulation qui est artificielle. Ça ne va pas régler le problème de l'ovulation. Je te rappelle qu'il y a des irrégularités dans l'ovulation lorsqu'on est atteinte de SOPK. La pilule ne va pas régler ces problèmes d'ovulation, puisqu'en fait, les cycles qui sont régulés, les cycles qui sont provoqués, donc les règles qui sont provoquées sous pilule, ce sont des règles artificielles. Ces cycles sont artificiels. Les hormones restent en dormance lorsqu'on est sous contraception. C'est bien pour ça que on ne peut pas tomber enceinte quand on est sous contraception. Donc la pilule contraceptive ne règle absolument pas les problèmes liés à l'ovulation lorsqu'on a le SOPK. Et donc tout ça pour dire que effectivement, quand on a pris la pilule pendant des années, ça a été mon cas, qu'à l'arrêt de la pilule, des symptômes comme de l'acné, comme une prise de poids, une difficulté à en perdre, de l'hirsutisme apparaissent comme ça sans raison, on a vite fait d'associer justement ces symptômes à l'arrêt de la pilule et de se dire que la pilule a provoqué le SOPK, mais c'est juste que la pilule masquait tes symptômes jusqu'à présent. Troisième mythe, le SOPK, c'est de ta faute. Alors ça, stop, on arrête avec ça. C'est absolument faux, c'est une pathologie, c'est un trouble hormonal et qui finalement est très mal connu encore et on continue d'en apprendre tous les jours sur le SOPK. Il peut y avoir des causes génétiques, il peut y avoir des causes métaboliques, il peut y avoir un problème de dysfonctionnement dans la communication à l'intérieur de ton corps. Je te rappelle qu'on parle d'un trouble hormonal et que les hormones sont les messagers à l'intérieur de ton corps. Donc s'il y a un dérèglement, la communication se passe mal. Alors oui, les symptômes peuvent varier au cours de la vie. Et oui, les symptômes du SOPK peuvent s'améliorer lorsqu'on adopte une alimentation adaptée à son SOPK, lorsqu'on adopte une activité physique adaptée à son SOPK, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable de son SOPK. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a mal mangé avant qu'on a le SOPK. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment bougé avant qu'on a le SOPK. On est avec le SOPK, ce n'est pas de notre faute. Alors ne tombe pas dans cette spirale de la culpabilité en te disant que c'est ta faute, que tu as très certainement mal fait quelque chose avant, que c'est très certainement quelque chose que tu aurais fait dans ta jeunesse. C'est faux. On arrête avec cette idée reçue et surtout tu ne laisses personne te faire croire que le SOPK, c'est ta faute. Mythe numéro 4, toutes les femmes atteintes de SOPK sont en surpoids. C'est faux. Alors c'est vrai que quand on commence à se documenter sur le SOPK, la première des choses qui ressort, c'est que les femmes atteintes de SOPK sont généralement en surpoids, qu'elles ont une facilité à prendre du poids et une difficulté à en perdre. Alors oui, pour beaucoup de femmes atteintes de SOPK, c'est vrai.
Il existe un lien très fort entre le SOPK et la résistance à l'insuline et on sait que la résistance à l'insuline est associée à une facilité à stocker du gras, donc à prendre du poids, et que la résistance à l'insuline rend beaucoup plus difficile la perte de poids. Je sais de quoi je parle, c'était mon cas lorsque j'ai été diagnostiquée SOPK, j'avais une résistance à l'insuline qui était très forte, ce qui expliquait que je n'arrivais pas à perdre ce poids. Mais on ne peut pas diagnostiquer le SOPK uniquement sur ce critère et on ne peut pas occulter les possibilités de SOPK chez des femmes qui ne sont pas en surpoids. J'ai accompagné des dizaines de femmes qui étaient atteintes de SOPK, qui n'étaient pas en surpoids et qui pourtant souffraient énormément des symptômes de leur SOPK. Et parfois justement ces femmes ont du mal à se faire entendre ou à être comprises parce que justement elles ne sont pas en surpoids. Ce n'est pas parce que leur SOPK ne s'exprime pas d'un point de vue métabolique qu'il n'est pas présent. Chez elles, le SOPK ne va pas s'exprimer d'un point de vue métabolique, mais ça n'empêche qu'il est là. Elles vont avoir une inflammation chronique, des difficultés d'ovulation, de la fatigue chronique, de l'anxiété, voire de la dépression. Tout ça, ce sont bien des symptômes qui sont liés au SOPK. On ne peut donc absolument pas se baser uniquement sur le surpoids pour diagnostiquer un SOPK. Mythe numéro 5, je n'ai pas besoin de m'occuper de mon SOPK tant que je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Une fois de plus, c'est faux. Combien de fois j'ai entendu des femmes en bilan ou des femmes parmi mes coachés me dire que leur médecin ne voulait pas les prendre en charge au niveau de leur SOPK parce que pour l'instant, elles n'avaient pas l'intention d'avoir des enfants. Alors c'est vrai que le SOPK est souvent diagnostiqué lorsqu'on décide d'avoir un bébé parce qu'on s'aperçoit qu'on a des cycles irréguliers, parce qu'on n'y arrive pas, donc on consulte. Et très souvent, c'est à ce moment-là qu'on est diagnostiqué SOPK. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, que ce soit le professionnel de santé ou la femme qui va être atteinte de SOPK, tous les deux vont être assez focus sur l'aspect conception, sur l'aspect fertilité lié au SOPK. Mais il faut que tu gardes à l'esprit, une fois de plus, que le SOPK, ce n'est pas qu'une question de fertilité. Il y a énormément d'autres symptômes dont il faut vraiment tenir compte. Il y a des troubles chroniques associés, il y a des facteurs de risque aggravés lorsqu'on a le SOPK. Les femmes atteintes de SOPK, dans 70 à 80% des cas, ont une résistance à l'insuline qui va augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les œstrogènes sont un des premiers protecteurs du système cardiovasculaire chez la femme. Or, lorsqu'on a le SOPK, on a un défaut de ces œstrogènes, on n'a pas assez d'œstrogènes. Et on sait maintenant du fait de ce défaut d'œstrogène que les femmes atteintes de SOPK sont plus exposées au risque d'accident cardiovasculaire, notamment sont plus exposées au risque d'AVC que des femmes qui ne souffrent pas de SOPK. Quand on est SOPK, on a un terrain très anxieux, on est plus facilement exposé à des risques de dépression. Et les femmes atteintes de SOPK sont également plus exposées à des risques de maladies chroniques comme l'hypothyroïdie, comme le syndrome de l'intestin irritable. Oui, les problèmes de fertilité peuvent être très importants quand on a le SOPK. C'est une préoccupation majeure chez les femmes atteintes de SOPK, mais le SOPK peut affecter ta santé d'une manière générale. Donc il est primordial de t'en occuper avec ou sans désir d'enfant et ce, au plus tôt. Donc pour résumer, aujourd'hui, on a déconstruit 5 grands mythes concernant le SOPK et je suis sûre que tu les as entendus au moins une fois si tu es atteinte de SOPK. Mythe numéro 1, je ne peux pas avoir d'enfant avec le SOPK. Mythe numéro 2, la pilule est responsable de mon SOPK. Mythe numéro 3, je suis responsable de mon SOPK. Mythe numéro 4, toutes les femmes atteintes de SOPK sont en surpoids. Et mythe numéro 5, je n'ai pas à me soucier de mon SOPK tant que je ne veux pas d'enfant. Tu l'auras compris, le SOPK, ce n'est pas qu'une question de fertilité, c'est vraiment une question de santé générale et qu'il est primordial que tu adoptes les bons réflexes pour le prendre en charge et pour soulager tes symptômes. Et ça, maintenant, on le sait, ça passe par une alimentation et une activité physique adaptée à ton profil hormonal, adaptée à ton SOPK. Alors si tu as besoin que je t'accompagne pour mettre en place tout ça, je te laisse cliquer sur le lien sous cette vidéo.